Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, rime avec clandestine, Palestine. Eh bien, en effet, c'est le sujet de l'émission de ce jour, interprété par Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Quant à moi, je ne sais quoi en penser de la Palestine, tellement on a écrit, on a hurlé, on a pleuré sur ces événements. Que je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou le déplorer. En tout cas, nous allons essayer de décrypter ces événements. Va déclarer à l'Assemblée générale de l'ONU sa flamme pour la Palestine. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont envie que Macron échoue pour soi-disant changer un régime qui ne changera rien du tout. La 6e République sera la 5e République en pire, même si au départ les espoirs feront qu'on voudra y croire 5 minutes. Un petit rétablissement de la monarchie en choisissant, s'il vous plaît, le bon roi ou la bonne reine qui va bien. Évidemment, quand je dis ça, je pense à moi. Qu'est-ce que vous croyez? Mais parce que j'ai fait la preuve de ce que je valais et de qui j'étais. Pas justement parce que j'ai un orgueil à satisfaire ou que je crois répondre à une prophétie ou un appel divin qui serait le mien. Le problème de l'histoire de la reconnaissance de la Palestine avec le Hamas en embuscade, parce que ça sera, et là Sarah Knafo a raison, ça sera le triomphe du Hamas et uniquement le triomphe du Hamas tout à l'heure devant l'Assemblée générale de l'ONU. Et ça, c'est une stupidité, pas d'Emmanuel Macron, parce que ça se décide en cabinet. Ce sont des conseillers qui décident. Il faut bien savoir, pour avoir été moi-même conseiller de 2 anciens premiers ministres italiens, et vous, parmi ceux qui nous écouteront, journalistes, juges, flics, mais aussi du personnel politique, parce que sur mes 30 000 contacts LinkedIn, j'ai énormément de conseillers ministériels et de conseillers parlementaires. D'ailleurs, Aurélien Noroy, journaliste qui va être diplômé de Master 2 de l'École supérieure de journalisme de Paris, va être conseiller parlementaire pendant un temps auprès d'une sénatrice, et je l'en félicite parce que c'est un garçon brillant et je suis content. J'aime travailler avec des garçons brillants parce que les garçons brillants nous éclairent. Il ne faut pas être jaloux du talent des autres, au contraire, c'est génial. Moi, j'ai jamais eu peur que quelqu'un me fasse de l'ombre. Donc au niveau de l'ONU, ça s'est décidé aux affaires étrangères et à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre chouchou, notre être suprême rentre dans l'histoire? Reconnaître un État, la légitimité d'un État pourri. Voilà. Parce que le raisonnement des conseillers, c'est pas de faire des conneries. À toute chose malheur est bon, comme on dit. Ou l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'enfile les idées préconçues comme certains ministres enfilent leurs conseillers, mais c'est juste pour dire que ils peuvent partir du principe, c'est pas grave si c'est le Hamas aujourd'hui, parce que demain ce sera pas le Hamas. Et donc la Palestine existera, et une décision juste aura été prise pour équilibrer les rapports entre la Palestine et Israël. Ça a l'air correct sur le papier. Mais dans les affaires du quotidien, les affaires militaires et de renseignement, ça ne fonctionne pas. Les millefeuilles territoriaux, ça ne fonctionne pas. Même si intellectuellement, on peut imaginer que oui, ça ne fonctionne pas dans les faits. Et c'est ça le problème. Quand le président de la République française reçoit le président syrien, reçoit le président albanais, qui sont des islamistes notoires, membres de sectes islamiques revendiquées, qui tuent du chrétien, du juif et de l'athée à tour de bras, et qu'on les reçoit au nom de la réelle politique en disant « c'est pas grave, c'est pour les intérêts supérieurs de la France ». Non, défendre les intérêts d'une république ou d'un royaume, ce n'est pas aller sucer son ennemi, c'est faire en sorte, dans un savant équilibre de force et de faiblesse, à ce qu'on puisse exister tout en gardant une puissance. La France n'a rien à gagner
à aller lécher les couilles au président syrien ou à aller lécher les couilles au président albanais ou à aller lécher les couilles au président palestinien parce qu'on a la France. C'est quoi ses intérêts supérieurs, économiques, diplomatiques, stratégiques? Réfléchissons à la question au final. Quand on parle d'intérêts supérieurs de la nation, par exemple, la Guyane ou la Guadeloupe sont intéressants pour la France de toujours les avoir parce que ce sont des présences à l'autre bout du monde. Donc ça coûte énormément d'argent à la France de préserver ces territoires-là, mais ils ont l'intérêt que la France puisse être présente ailleurs qu'en métropole. C'est important pour l'influence d'un pays. De la même manière que si la France vendait la Guyane et ses réserves d'or et de pétrole pour 4 000 milliards d'euros, vous aurez des nations qui auront l'argent pour ça. Que ce soit des nations pétrolières, ou l'Inde, ou la Chine, ou la Russie, parce que ça sera stratégiquement intéressant à être présent en Amérique latine, et ça vaudra bien les 4 000 milliards d'euros que la France n'a pas et que la France doit. À l'inverse, au nom des intérêts supérieurs de la France, on pourrait se dire que c'est brader le pays que de faire ça. Non, parce que par exemple, puisque les États-Unis veulent récupérer le Canada, dans un deal savant et brillant, on pourrait demander à Trump qu'il nous rende le Québec. Ça paraît fantasque ce que je dis, mais n'oubliez jamais que dans les affaires internationales, les rois comme les présidents ou les présidentes et les reines sont des gens souvent très fantasques, très excessifs, dans le bluff, dans l'extrême. Donc il n'est pas idiot de se dire qu'un jour, Montréal sera de nouveau français, la Nouvelle-France, parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans les affaires du monde, rien n'est constant. Rien ne dure. C'est une partie d'échecs qui ne finit jamais, où il n'y a jamais d'échec et mat, ou d'échec au roi, d'échec à la reine, parce que, tout simplement, tout se renouvelle en permanence. Les victoires d'un jour sont les défaites du lendemain. Qui aurait pu imaginer, pour revenir en métropole, que par exemple, comment il s'appelle, Juppé, quand il est parti au Québec, parce qu'il avait été condamné pour emploi fictif à la mairie de Paris, il était parti en exil, un peu comme si, de façon injuste, il allait laver son honneur chez les Québécois. Il est revenu, l'autre l'a foutu ministre de la Justice. Il y a du cynisme, hein. Il y a de l'ironie, il y a de la parodie. Dès l'instant où vous choisissez, par exemple, un ministre intérieur ou ministre de la Justice, un homme qui a été poursuivi 8 fois pour viol présumé, peut-être a-t-il été calomnié 8 fois et que cet homme a toujours trempé son biscuit dans le cul de femmes consentantes, mais 8 fois, c'est beaucoup. Et j'accuse pas notre ministre de la Justice d'avoir commis des faits répréhensibles. Il a sa présomption d'innocence et puis je ne veux certainement pas avoir une plainte en diffamation de la part de Darmanin. Ce que je veux simplement expliquer, c'est qu'il y a énormément de gens valables pour pas avoir besoin de mettre en avant ces gens-là en particulier. Moi, j'ai été condamné en justice dans les affaires Karachi parce que, soi-disant, j'étais un grand voyou. Bon, sauf qu'avant ces condamnations, j'étais pas un voyou, et après ces condamnations, je n'étais pas un voyou. Et les explications que je donne sur ce qui s'est passé sont tellement valables à la lumière de qui je suis vraiment et de qui sont vraiment mes ennemis. Par exemple, sur les vrais faits, quand je parle de François Karachi, de sa maîtresse Véronique, ou que je parle de son épouse actuelle, Sandrine, qui est la fille de son ancienne maîtresse à François-Joseph Karachi, ce sont des faits, c'est une réalité. Quand j'explique que François Karachi est stérile et impuissant, et que pour bander, il a besoin de se faire enculer, c'est comme ça, c'est son intimité. Alors je suis trivial, et je suis pas respectueux de son intimité, mais est-ce qu'il a été respectueux de la mienne? Quand je l'ai appelé, j'étais en pleurs, je lui ai dit mon fils a été tué, il a ri. Il s'est moqué de moi au téléphone. Voilà, cet homme a scellé le sort de notre lien. Et je n'attaque pas François Karachi pour me sentir exister. Je l'attaque parce que c'est un homme qui me doit des millions d'euros, que son épouse Sandrine est en train de récupérer par des actes notariés et des donations anticipées d'héritage illégal et à mon désavantage, et que j'utilise les podcasts pour proposer
des enquêtes préliminaires à des flics et à des juges qui peuvent écouter ce que je dis, parce que je ne mens pas, je ne triche pas, je suis pas un homme qui piège les gens. Je suis pas non plus dans la victimisation en disant « j'ai été piégé, je suis un Calimero, pauvre de moi ». Non, je fais ce que le système me permet, c'est-à-dire que je vous annonce des choses, en retour vous faites ou vous ne faites pas, et moi en retour, je ferai et je ferai pas. Si un jour je règne, que ce soit en Roumanie, comme en France ou en Italie, même, puisque je descends de Pierre de Russie, et le Grand Conseil de l'Ordre de Malte l'a démontré dans son acte de reconnaissance en 2020, rédigé par Roberto Montefusco, grand officier de justice du Grand Conseil de l'Ordre de Malte, document fait à Rome, au Saint-Siège, comme quoi je descendais bien de Pierre de Russie, mais que donc je pouvais prétendre au trône en Russie, eh bien, je demanderai à ce titre-là de régnant des explications aux gens à qui j'ai demandé de l'aide et qui, en retour, au lieu de m'aider, m'ont enterré vivant. Je me suis retrouvé en mise à l'épreuve pour avoir demandé qu'on m'aide parce qu'un colonel de gendarmerie, chef du renseignement du Nord, m'avait dit des choses que j'ai peut-être mal comprises, mais qui se sont avérées à peu près être exactes. Donc désolé si j'ai été bruyant à défaut d'être brillant, mais moi, on m'a tué mon fils parce qu'il était roumain. Pour finalement que j'apprenne des années plus tard que j'ai jamais été roumain, parce que la Maison royale de Roumanie n'est pas roumaine. On me doit plusieurs millions d'euros encore aujourd'hui sur la SCI Karachi, que François Karachi fait tout pour que je ne le touche pas et que sa femme soit la seule, Sandrine Mignoli Karachi, à être la bénéficiaire. C'est grâce à cela qu'elle joue aux femmes chefs d'entreprise à Montpellier. Tant mieux pour elle. Moi, je ne souhaite pas de malheur à Sandrine Mignoli. J'ai été désolé d'apprendre qu'elle avait eu un cancer du sein très grave. Et tant mieux si elle a survécu. Et cette femme, Sandrine Mignoli Karachi, qui a 50 balais, elle a pu avoir son cancer du sein parce que je lui ai sauvé la vie en 98 sur le yacht entre la Corse et la Sardaigne, en pleine tempête, sur le bateau où elle était en train de partir à la mer et je l'ai rattrapée. Sans ça, elle était morte écrasée sur les rochers. Je ne regrette pas de lui avoir sauvé la vie. Ce que je veux juste expliquer une chose, c'est que peut-être que je suis maladroit dans ce que je fais, je suis pas bon en tout. Ben évidemment que je suis pas bon en tout. Si j'ai la prétention d'être bon en tout, c'est que je me mens à moi-même en premier lieu. Mais me connaître mes faiblesses, c'est formidable parce que du coup, je sais où j'ai pas besoin de m'épuiser, j'ai pas besoin de perdre du temps, etc. Et j'ai envie que ça soit le cas pour d'autres. Moi, en tant que pasteur, c'est le conseil que je donnerai à d'autres. Avant de demander à Dieu la preuve qu'il existe, constatez l'existence du diable et éloignez-vous le plus possible. Attendez, et éloignez-vous-en le plus possible. Voilà. Pardon, mais pourtant le français est ma première langue en fait, puisque comme je suis né à Aubonne, en Suisse, et que ma mère est née au Danemark, mais parle parfaitement le français parce qu'Anne de Bourbon-Parme était une princesse de France, j'ai cru que j'étais un étranger en France quand j'étais gamin. La justice française m'a traité comme un sale roumain, alors qu'en fait, je suis un prince de France. Vous voyez un peu l'ironie des choses ? Mais ça ne m'a pas fait devenir amer ou vengeur. Ça m'a fait dire attention, chers ennemis, attention. Je suis toujours dans la place et je sais mettre des grandes gifles dans la gueule quand il le faut. Je tue pas, hein ? C'est pas des menaces de mort que je dis. Des gifles, d'accord ? Des gifles, c'est pas des balles. Mais une bonne gifle qui rougit bien la joue, ça fait quelque chose, je peux vous le dire. Une gifle pour balayer d'un revers de la main cette émission des ondes clandestines et refermer ce volet des épisodes de la sécurité. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-François Karachi, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, de nous avoir éclairés sur ce sujet. À bientôt.